Le 20 novembre dernier, on a pu entendre Didier Mesto, directeur de Sud Radio, poser la question suivante. Est-ce qu'on est encore dans une démocratie ? Est-ce qu'on peut s'exprimer clairement ? Et je crois que on est en train de basculer. C'est pas nouveau, hein, mais là, ça s'accélère. On bascule dans une autre forme de régime, ça c'est sûr. Et cette question semble tout à fait légitime dans notre République. Mais si l'on changeait de temporalité, si l'on changeait de lieu, et si nous plongions dans la Grèce antique pour y voir ce qu'était la démocratie. Bienvenue dans l'Agora, le podcast où l'on questionne le monde de l'Antiquité grecque. Oui, mais ça me paraît tout à fait normal de ne pas savoir vraiment par quel bout prendre un sujet aussi tentaculaire, avec des facettes aussi variées et pas toujours convergentes. Et effectivement, nous allons du côté de la Grèce, et quand on part du côté de la Grèce, on va se retrouver à Athènes, en Attique plus exactement, puisque Athènes, c'est bien un nom qui s'orthographie au pluriel, parce qu'il est le fruit d'un pluralisme, plus qu'une pluralité, un pluralisme, puisque c'est Thésée, celui que l'on a surnommé dès l'Antiquité le roi démocrate, un roi qui a tellement d'empathie pour son peuple qu'il ne va pas se contenter de la formule préexistante de la monarchie, pour la faire évoluer, cette monarchie, et la faire évoluer vers la démocratie, sans vouloir être trop technique, avec ce qu'on a appelé le synécisme, c'est-à-dire isme, suffixe, recherche systématique, recherche délibérée, d'une cohabitation. Voilà ce que signifie stricto sensu le terme. Donc, on y est, ça y est, le comment vivre ensemble. C'est déjà énorme de pouvoir vivre ensemble, j'entends survivre ensemble, hein, comme autant de rats dans la même boîte à chaussures, je ne sais pas, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, hein. D'habitude on dit que l'homme est un loup pour l'homme, pour ma part j'aurais plutôt tendance à dire que l'homme est un rat pour l'homme, le rat étant un animal parfaitement intelligent, comme chacun le sait. Là, il y a quelque chose qui m'interpelle tout de suite, c'est que vous dites que le pouvoir démocratique a été donné par un roi. Et l'image du roi, dans l'imagerie collective, elle n'a strictement rien à voir avec la démocratie, avec le pouvoir qu'on donne au peuple. Comment on peut expliquer ça, exactement ? En fait, si l'on part du principe que l'homme est avant tout égoïste, oui, ça peut étonner. Un roi étant au pouvoir, il va tout faire pour conserver ce pouvoir. Rester bien calé dans son fauteuil, qu'on appelle, je crois, sauf erreur de ma part, un trône, donc sur lequel il aime siéger. Mais qu'est-ce que la démocratie, sinon la royauté du peuple, hein ? Bon, alors, ça a souvent été décrié sur ce motif-là, et le peuple peut effectivement, et très aisément, il a une propension à cela, à devenir un roi, pire qu'un roi. Le roi, étymologiquement, c'est le recteur, le directeur, ça a la même racine, hein, rex, regis, raja, tout ça. Mais même, au-delà de la monarchie qu'exercerait le peuple, eh bien, une tyrannie du peuple. Alors évidemment, quand on parle des détracteurs de la démocratie athénienne, on pense évidemment tout de suite à Platon, hein, ou alors à celui qu'on a appelé le vieil oligarque, qui serait l'auteur d'un texte que l'on prête habituellement à Xénophon, Xénophon l'athénien, Xénophon d'Erchia, hein. Et dans cette constitution des Athéniens, dite du pseudo-Xénophon et, pense-t-on,
attribué à celui qu'on appelle, je le répète, le vieil oligarque. De quoi se plaint l'un des deux interlocuteurs? Eh bien, de ce que le peuple ait réussi une révolution qui le fait accéder au même plan que les aristocrates d'antan. Et ils s'en plaignent, pensez donc, ma bonne dame, je vois dans les assemblées populaires de notre démocratie, entendez tyrannie populaire, sur le même banc, à côté de moi, à droite et à gauche, des gueux. Hein, je suis cerné par la gueusaille. Et le vieil oligarque s'en plaint. Et alors, si on prend par exemple un texte oui, plus tardif, hein, le texte, je pense à un des caractères de Théophraste. Théophraste, successeur d'Aristote, à la tête du lycée, donc on est à la fin du IVe siècle avant notre ère. Eh bien, dans un de ses portraits, et on n'oublie pas que La Bruyère, évidemment, les a repris dans ses propres caractères, il y a le portrait, le caractère d'un oligarque. Et de quoi se plaint l'oligarque? De se retrouver, d'avoir à subir une cohabitation, alors le terme on le connaît bien en France, cohabitation politique, cohabitation avec les cacoyes, les mauvais, les gens de mauvais aloi, ce que j'ai appelé tout à l'heure, évidemment je ne prends pas le terme à mon compte, je n'atteins pas ce degré d'inconscience, la gueusaille, les gueux. Voilà. Et donc là, il y a un problème de cohabitation, et la démocratie, elle pose le problème elle veut le pluralisme, mais elle se confronte constamment à la pluralité des opinions. Or, chaque être humain ayant une propension assez naturelle, me semble-t-il, à, je le répète, sinon l'égoïsme, du moins l'égocentrisme, c'est moi qui ai raison. Ah bon, et pourquoi avez-vous raison? Eh bien, sur le motif que c'est moi qui le pense. Voilà, et l'argument reste là, et souvent on n'avance pas beaucoup plus loin dans le débat politique. Une fois qu'on s'est balancé des quantités de chiffres, de statistiques à la tête, c'est moi, toi, tais-toi. Point barre. Ce qui est quand même assez limité et consternant et pas très constructif. Or, dans la vie, quand on ne construit pas, on déconstruit, mais non pas positivement, comme certains philosophes ont pu le faire, mais on régresse. Parce que c'est vrai que quelque État que ce soit, un État politique est toujours, ou une nation, est malheureusement toujours en concurrence avec d'autres. Voilà. Donc là, le décor est planté, et on voit la quadrature du cercle que constitue l'idéal démocratique. Voilà. C'est une gageure, c'est un pari qui peut paraître complètement fou, mais qu'il est tellement beau de relever constamment et constamment, sans jamais se lasser. J'insiste beaucoup là-dessus. Aujourd'hui où on voit, je le dis tout de go, sans embâche, une partie de la population, pour des raisons que cette partie jugera bonnes, désespoir, ou sentiment d'être méprisé, une partie de la population se laisserait tenter par des sirènes, pas forcément directement démocratiques. Pour autant, quand on discute de pluralisme, désormais dans notre société, on parle de grands débats. En tout cas, c'est le terme qui est utilisé par nos institutions pour les décrire. N'est-ce pas un petit peu particulier? N'est-il pas déjà un symbole de comment on considère les débats? Oui, vous avez raison, Werner, de rebondir là-dessus. Grand débat qui serait, si on avait l'esprit un peu simple, ou alors au contraire mal tourné, une manière de hiérarchiser les débats. Il y aurait les grands débats, il y aurait les moins grands débats, il y aurait les petits débats, il y a les tout petits débats, il y aurait les minuscules débats. Or, dans une démocratie,
si j'ai bien compris et lu le corpus grec et gréco-latin, et au-delà, on va chez Montaigne, on va chez la Boétie, on va chez Tocqueville, on va chez Montesquieu, bien sûr, on se rend compte que dans une démocratie un peu digne, ou qui essaye de se hisser un peu à la dignité de son nom, mais toute forme de débat, je dis bien de débat, pas de violence, de débat est non seulement recevable, mais souhaitable. C'est cela qui fait vivre une démocratie. Mais alors la question qui vient tout naturellement, c'est comment faisait-on vivre ce grand débat? Comment cela fonctionnait dans le monde antique? Point de départ, c'est que nous avons affaire à une cité, un démos, un peuple, mais c'est aussi une population. Une population de quelques... Allez, au 5e, 4e, on arrive à 30 000 citoyens à Athènes. On va dire oui, scandale, mais il y a les non-citoyens. Oui, il y a les non-citoyens. Oui, aujourd'hui aussi, il y a peut-être des gens qui n'ont pas tout à fait droit à la parole. Simplement, leur titulature nous permet d'avoir bonne conscience. Dans notre société, par exemple, tout le monde sait que l'esclave n'existe plus, puisqu'il n'emporte plus le nom. Ah ben c'est très bien, tout va très bien, Madame la Marquise, le château est en feu, et puis voilà. Là, on a... Si on part sur une base de 30 000 citoyens, ça veut dire que tout le monde se connaît, au moins de vue, c'est évident. Donc ça facilite le contact, l'échange, et donc le débat. Il faut savoir que Athènes, c'est, je reprends l'expression qui a fait un titre passionnant de l'historien Paulin Ismar, une cité des réseaux. Une cité des réseaux avec toutes sortes de structures qui s'entrecroisent, qui sont des structures qui répondent à des critères territoriaux, des critères familiaux, des critères religieux, et donc, et j'insiste sur le donc, politique. J'ai bien dit religieux, donc politique. Entre le religieux et la politique, à Athènes, il y a ce qu'on appelle la morale. Qu'est-ce qu'une politique sans morale? Qu'est-ce qu'une morale sans foi? Et là, je reprends une expression que l'on doit effectivement à Tocqueville. Donc, vous avez des tribus, vous avez les Guénais, vous avez les fratries, vous avez ensuite des structures comme le DEM, et puis vous avez qu'on pourrait appeler des clubs politiques aussi, qu'on appelle des hétéries. Et tout cela se croise et s'entrecroise, échange entre fratries, entre démoi, dème, etc. Mais il y a des lieux qui vont être dédiés au débat dans cette société des réseaux. C'est bien, un réseau, c'est un réticule, c'est un filet, c'est le net, au sens propre du terme. C'est la toile, le web. Nous y sommes. Et c'est quelque chose d'essentiel dans l'élaboration, la conception, l'élaboration et l'évolution d'une démocratie. Et ça explique qu'une démocratie comme celle-ci, l'athénienne, ait pu avoir une heure de gloire. Et même si elle a été battue, écrasée, trahie par la suite, son idéal est demeuré et a connu des résurgences jusqu'à nos jours. Quand même essentiel, cela. C'est là l'explication, c'est la structure en réseau, la structure réticulée qui alimente le débat perpétuel, qui fait que le monde grec tout entier
alors pas seulement la démocratie athénienne ou les démocraties d'autres cités décalquées sur le modèle athénien, mais même des formules monarchiques plus ou moins matinées d'aspects démocratiques ont pu s'entendre et se mettre d'accord pour des échanges commerciaux, des échanges d'idées, et assurer au monde grec, to hellenikon, comme dit Thucydide, une efflorescence, une croissance, y compris économique, une prospérité aussi longue sur des siècles et des siècles. Et là, je salue le travail, mais remarquable, d'un collègue de Princeton University, Josiah Ober, qui a publié en France, enfin, c'est sorti sous le titre de l'énigme grecque. Hein. Quelle est la clé de l'énigme grecque, c'est-à-dire la clé de cette prospérité durable, de ce développement durable? C'est exactement ce que nous avons dit, c'est-à-dire structure en réseau, avec un débat, un échange perpétuel et une entraide au-delà de l'horizon d'une seule et unique et exclusive formule politique. Je veux dire par là que je vis en démocratie et donc je vais faire la guerre, franchement, à tout État qui n'est pas démocratique. Non, je peux m'entendre avec des monarchies. Aujourd'hui, on peut s'entendre avec des monarchies constitutionnelles, avec toutes sortes de régimes, sauf, limite, les démocraties illibérales, par exemple, et encore, on en a peut-être au sein même de je ne sais quelle union. Donc, c'est cette aptitude-là, le souci de cultiver cette aptitude à non seulement échanger, au-delà des divergences d'opinion, et s'il y a divergence d'opinion, raison de plus pour échanger. C'est là que ça devient intéressant. Et donc, voilà, s'entraider. On a remarqué, je crois, depuis un certain temps, il faudrait avoir remarqué que les sociétés capables d'entraide, en leur sein propre, mais aussi à l'international, à l'extérieur, sont les sociétés qui sont promises à un avenir plus florissant, plus positif que les sociétés qui refusent cette entraide. Voilà. C'est une des grandes leçons de l'histoire. Vous savez quel est l'objet de l'histoire, sinon l'histoire, historia, c'est-à-dire l'enquête, la recherche. Je me les agite, je me fais une salade, une macédoine de synapses tous les jours, pour avancer, pour travailler pour mon bien et pour le bien des autres. Eh bien, l'objet de cette enquête, c'est, je crois que si on allait du côté de chez Hannah Arendt, ça le dirait déjà bien, chercher en tout cas la possibilité de vivre d'une vie digne de ce nom. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cela veut dire que ça vous a un tant soit peu intéressé, et c'est tout ce que j'espérais. Si vous souhaitez proposer des sujets pour l'Agora, n'hésitez pas à le faire en commentaire de votre application de podcast préférée. Et je vous dis à très bientôt dans l'Agora.